Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode Quiz and Talk, le 4e épisode de la saison 2. On accueille aujourd'hui Camille Justo et Sabine El Mouali pour discuter un peu de comment on aligne ses valeurs, ses motivations avec son projet professionnel ou son projet entrepreneurial. Donc Camille et Sabine, bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter. Donc Camille et Sabine sont toutes les deux titulaires d'un doctorat, Camille en électronique et Sabine en géographie. Donc je vous donne la parole. Sabine, tu veux commencer ou Camille, tu veux commencer? Camille, vas-y. Allez, ok, je commence. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, effectivement, je m'appelle Camille Justo-Morellet. Pour présenter mon parcours rapidement, j'ai un profil très scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur en chimie. Et puis, à l'issue de ça, j'ai fait un master en ingénierie des nanotechnologies et j'ai continué sur un doctorat en microélectronique. Et en fait, c'est pendant mon doctorat, j'ai un petit peu creusé la question la question des problématiques environnementales et sociales qu'on a actuellement. J'ai pu rencontrer pépites, notamment aussi pendant mon doctorat, faire différentes formations à l'entrepreneuriat pendant le doctorat. Et finalement, en mélangeant l'entrepreneuriat et puis ces questions environnementales et sociales qui commencent à grandir de mon côté, je me suis rendu compte, ça me posait problème de continuer à travailler dans le tout high-tech sans me poser plus de questions que ça sur mon métier. Ça manquait un petit peu de sens pour moi de continuer après le doctorat directement dans cette voie-là. Et c'est comme ça qu'après, du coup, pendant le doctorat, j'ai commencé à préparer la suite plutôt vers l'entrepreneuriat et j'ai monté du coup Nectar, mon entreprise, où je fais cette fois de la sensibilisation à la low-tech, alors pas à l'high-tech du coup, à la low-tech, donc à des modes de vie plus sobres, plus résilients. Comment est-ce qu'on peut intégrer l'environnement, le social dans nos métiers, qu'on soit dans des métiers technologiques, qu'on soit dans des métiers humains. Comment est-ce qu'on intègre en fait tous ces enjeux environnementaux et sociaux dans nos métiers et de manière vraiment concrète à travers des projets, de la sensibilisation des collaborateurs. Ouh là là, tu vas trop vite Camille, tu vas trop vite. C'est un parcours passionnant. On va avoir largement le temps d'en On rediscuter, pourra de détailler. que tu as pour partager avec les gens qui sont curieux de savoir comment tu es Voilà. arrivé là, donc à monter ta société Nectar. Sabine? Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Sabine El Mouali, je suis géographe et gérante d'une SCOP, une société coopérative qui s'appelle Aubépine. Moi, je suis spécialisée sur la prise en compte de la nature dans les aménagements. Et du coup, aujourd'hui, j'exerce la gérance d'un bureau d'études qui s'occupe plus particulièrement de la prise en compte des arbres et leur préservation au fil de l'aménagement. Eh bien, on est curieux d'en savoir plus. Sabine, tu es titulaire aussi d'un doctorat en géographie. Depuis quelques années. Ça paraît si loin quand Ça passe on en vite. reparle maintenant. Ça passe très, très vite. Ouais, c'est sûr. Dites-moi, il y a une question qui nous brûle un peu les lèvres, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait un doctorat? Camille, tu veux répondre? J'y vais, ouais. En fait, je crois que je voulais, c'est bête, hein, mais je voulais faire un doctorat depuis que j'étais toute petite. Vraiment, non, mais c'est vrai, depuis toute petite, c'était, mais je veux faire un doctorat. J'aime les sciences, donc quand on veut pousser dans les sciences, en théorie, la voie, en tout cas, c'est vers le doctorat. Et je me suis jamais trop posé plus la question que ça. C'était vraiment depuis petite, je vais vers un doctorat. Et finalement, en sortant de mes études, j'avais un petit peu d'expérience de stage en recherche. C'était pas encore tout à fait ce qui me convenait. Il me manquait quand même cet aspect ingénierie. Mais je me suis dit, en fait, si je tente pas le doctorat, je risque de le regretter plus tard, au moins voir ce que c'était. Donc, moi, je suis partie finalement pour continuer ce que je m'étais dit depuis toute petite. Je vais dans le doctorat, donc je suis partie comme ça. Enfin, il n'y a rien de bête dans tout ça. C'est comme quand on est petit, qu'on veut être vétérinaire Tout et droit. qu'on arrive à atteindre ses objectifs. Je trouve ça super. Ouais, c'est une belle ligne. Et toi, Sabine? Eh ben alors moi, c'est tout le contraire. C'est venu un peu par hasard au fil de l'eau. En fait, j'avais travaillé pas mal avec des ingénieurs avant et il y avait un petit complexe entre les masters et les diplômes Ah, d'ingénieur. Et j'avais du mal à me dire géographe, en fait, même avec un master de géographie. Et puis, un jour, j'ai rencontré une chercheuse qui s'appelle Catherine Guy, qui est aujourd'hui à la retraite, qui aurait pu être ma directrice de thèse, mais elle partait en retraite, donc voilà, ça n'a pas été elle, et qui m'a dit, mais vu ton profil et tout ce que tu sais faire, on a eu pas mal d'échanges, elle m'a proposé
de rencontrer d'autres enseignants-chercheurs. Et il se trouvait qu'Aubépine, la scope dans laquelle j'étais et je gère actuellement, avait beaucoup de sujets sur le feu. Donc voilà, c'est venu comme ça en fait. Et puis C'est chouette. je précise que c'était une CIFRE, voilà, c'était en convention CIFRE. C'est d'abord un master et puis une thèse CIFRE. C'est intéressant, c'est deux parcours différents. Ouais. C'est deux voies possibles aussi pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que ce doctorat vous a apporté finalement? Est-ce que ça correspondait à ce que vous attendiez personnellement? Qu'est-ce que vous y avez gagné? Peut-être Sabine? Ouais, bon, bah allez, c'est parti, on change d'ordre. Moi, personnellement, ça m'a vraiment appris à approfondir le métier de géographe, enfin, en tout cas pour mon mathématiques nature en ville. En fait, quand on est en doctorat, je trouve que le niveau, il est beaucoup plus poussé. Enfin, moi, en tout cas, j'avais un comité de pilotage qui était assez exigeant et je les en remercie toujours aujourd'hui. En fait, je travaille toujours avec eux d'ailleurs, parce qu'on va vraiment chercher au fond des références, on a vraiment une rigueur de travail. Bon, on n'a pas forcément en master. Moi, j'avais un master professionnel en plus, hein, c'est pas un master de recherche. Donc du coup, ouais, ça m'a vraiment appris énormément de choses sur les méthodes, sur aussi la confiance en soi. Parce que du coup, on acquiert mais une telle culture de son métier, en fait, que c'est beaucoup plus facile d'aller en conférence, de donner des cours, de réaliser aussi des prestations. Et aussi, pas seulement pour soi, on apporte aussi beaucoup de choses aux autres, en fait, parce que du coup, on arrive avec des idées nouvelles, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, en tout cas en master. Donc, et puis, de toute façon, moi, c'était l'idée de me dire aussi, c'est pas j'ai un diplôme et puis stop, j'arrête. Maintenant, je travaille, j'applique ce que j'ai appris à mon diplôme il y a 20 ans ou 10 ans. Enfin, le temps passe tellement vite. La recherche aussi, c'est apprendre à se mettre à jour en permanence, en fait. Et voilà, je suis arrivée en fait par le sujet, un peu par hasard, par les rencontres. Mais c'est vrai que la vraie raison peut-être derrière, c'était vraiment d'assurer le titre de géographe, en fait. Ouais, c'était ça. Ouais. Et du coup, personnellement, comment ça t'a enrichi? Bah, c'est vrai qu'après, à titre personnel, même dans sa vie en général, hein, on est encore plus rigoureux, on est beaucoup moins naïf. Je trouve qu'on a une force de persuasion aussi au quotidien et aussi de peser le pour et le contre qui est hyper intéressante. Moi, le doctorat, ouais, ça m'a vraiment apporté énormément de choses, hein, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est intéressant hein, ce que tu dis, parce qu'effectivement, le doctorat n'est pas forcément une fin en soi. Il y a d'autres choses derrière. Même si ça peut être une souffrance, pardon. Non, je dis ça peut être une souffrance aussi, mais elle est bénéfique au final. Et se faire violence, des fois, c'est nécessaire, en fait. C'est un très bon conseil. Camille? Moi, alors, au niveau du doctorat, ça m'a permis en fait, de mettre en application des outils que j'avais testés, que je commençais, les outils de la recherche, de confronter le regard critique aussi dans sa recherche, dans ses expérimentations, pouvoir mener des expérimentations seules ou en équipe, mais avoir le lead en fait dessus, et notamment la possibilité de tirer ses propres conclusions, d'aller regarder avec la bibliographie, les références. Est-ce qu'on est raccord? Est-ce qu'on va à contresens de ce qui a pu être prouvé avant, etc. Moi, ça m'a vraiment permis de confronter en fait mes compétences vis-à-vis de ce qui est demandé dans un doctorat et ça m'a conforté finalement à ce niveau-là. Alors c'est un peu étonnant, mais j'ai pas eu l'impression d'apprendre tant que ça en termes d'outils méthodologiques. Parce que finalement, j'étais déjà assez rigoureuse de ce côté-là et ça m'a permis de me dire, bah tiens, en fait, je suis déjà capable de faire ça. Donc, c'était plaisant pour moi de pouvoir me rendre compte de ça. Par contre, aller présenter ces travaux, effectivement, moi, c'était un projet européen, donc aller présenter ces travaux au sein d'un consortium d'entreprises, vulgariser aussi ces travaux, je pense notamment à la soutenance de thèse, à être capable de les vulgariser à la fois pour le jury, enfin, du coup, de pousser l'expertise pour le jury et de vulgariser pour sa famille qui est aussi dans la salle à ce moment-là. C'était un objectif très important pour le coup pour moi. Et être capable de vulgariser et en même temps travailler dans la précision, c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Est-ce que tu dirais, en fait, si je disais, voilà, un doctorat, effectivement, on n'apprend pas spécifiquement quelque chose, mais on mobilise l'ensemble de ses compétences et de ses motivations pour atteindre un objectif, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît cohérent, exact? Dans mon cas, c'était plutôt ça. C'était mobiliser une boîte à outils que j'avais pu travailler au cours de mes formations, aller rechercher ces outils, être capable, pourquoi pas, d'apprendre en fait sur le tas aussi de nouveaux outils, mais finalement
on a des outils d'attitude humaine, d'attitude de réflexion qui sont finalement déjà présents et aller les solliciter pour appréhender de nouvelles machines, appréhender de nouveaux procédés de fabrication ou autres, ça rentre en jeu, oui. Et humainement parlant, est-ce que cette quête en fait d'atteindre un objectif, ces différentes étapes en fait qu'on traverse dans un doctorat, est-ce que humainement, enfin quelles sont, je vous dirais, les deux qualités qui humainement vous avez dû vraiment beaucoup travailler pendant cette phase-là? Patience et persévérance. C'est vrai qu'une thèse, c'est 3 ans minimum. Donc, ça peut paraître assez long. Et puis, alors, pour ma part, c'est géographie et sciences sociales. Donc, il faut savoir que le sujet, il évoluait beaucoup en fonction des entretiens, des recherches bibliographiques, des échanges avec le comité de pilotage. Donc, il y a vraiment des fois des moments de doute, voire des moments où on ne sait pas où on va. Mais il ne faut pas s'inquiéter. La question de départ a été posée, elle évolue, mais c'est sûr qu'il faut persévérer. En tout cas, ça, c'est évident. Si quelqu'un se décourage facilement, c'est même pas la peine d'entreprendre un doctorat, en fait. Il faut vraiment aller au bout, quoi. Donc, beaucoup de résilience aussi. Oui, aussi, ouais. Et Camille? Persévérance, pour sûr. C'est sûr. Et après, une autre compétence, ce serait aussi oser aller discuter avec les équipes et aussi avec d'autres personnes, pour moi, hors des labos. C'est un peu ce que je trouvais qui me manquait finalement, moi, dans mon doctorat, et ce que je suis allée chercher aussi auprès d'autres labos, parce qu'il y a ce secret aussi scientifique qui est toujours là, où il faut garder aussi ces découvertes pour pas que d'autres équipes avancent plus vite. Et pour moi, c'est aberrant. Donc moi, j'avais besoin d'aller chercher le contact, d'aller travailler aussi avec d'autres personnes et mettre en commun les cerveaux, en fait. Ouais, un peu Une pareil belle de mon qualité. côté. Ouais. L'ouverture, c'est très important ce que tu dis et on verra par la suite que ça joue un rôle quand même précieux dans les choix qu'on fait. Qu'est-ce qui, comment dire, à quel moment dans ce parcours-là où vous étiez vraiment la tête dans la recherche, les publications, j'imagine, etc., dans cette quête, à quel moment vous vous êtes dit que peut-être la recherche, c'était pas une finalité pour vous et que vous avez commencé à garder un regard sur d'autres possibilités d'insertion professionnelle, de projet? Bon, je peux commencer. Moi, Oui, j'étais en CIFRE, hein, donc pour simplifier, c'est oui. une thèse un peu en alternance. Mm. Et bon, en fait, moi paradoxalement, j'étais pas fan de l'ambiance de labo en fait à l'université. Je travaille toujours aujourd'hui avec des laboratoires, mais j'apprécie fortement ma place extérieure en fait, parce que je sais pas, je sens peut-être une marge de liberté. Je j'ai pas de jugement. C'est pas un jugement de valeur du tout. C'est juste que le côté procédural, tout ça, ne me convenait pas trop. Et puis, et du coup, c'est vrai que j'avais par contre envie de continuer à faire de la recherche. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Donc, j'étais à beaucoup de formations pendant la thèse. Les écoles doctorales proposent énormément de formations qui, nous, en CIFRE d'ailleurs, sont obligatoires. Enfin, plus ou moins obligatoires, je crois que pour les non-CIFRE aussi. Et franchement, il faut les faire, quoi. Parce que c'est tellement éclectique. Moi, j'avais été sur des formations entrepreneuriat, mais j'avais aussi été sur des formations INPI pour savoir ce qu'on pouvait protéger ou breveter. J'avais été sur des formations anglais pour la recherche, tout simplement pour me dire, bah, tiens, ce serait peut-être intéressant d'écrire ça un peu à l'international. Enfin, en tout cas, ces formations ont ouvert énormément de perspectives. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert de fil en aiguille qu'il existait de la recherche dans le privé. Alors, sous condition pour ma part d'un certain nombre de valeurs à respecter. Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, il y a une alternative à devenir enseignant-chercheur aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de la place pour tout le monde en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, il y a un moment, il faut se dire qu'à la fin de sa thèse, on n'est pas forcément destiné à rester à l'université. Et c'est pas grave, au contraire. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous conseilleriez quand même, on reparle ici d'ouverture encore, c'est une notion qu'on a déjà abordée. Vous conseilleriez aux doctorants d'aller justement fouiller un peu dans ces formations-là qui permettent de s'ouvrir sur d'autres domaines, d'aller fouiller un peu tout ce qu'il y a autour de la recherche.
Moi, complètement pour ma part. Pas seulement pour la formation, c'est que quand vous allez dans ces formations-là, du coup, vous êtes avec d'autres doctorants qui sont sur d'autres domaines. Et en fait, c'est une super occasion d'échanger. Moi, j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur le cancer, qui travaillaient sur l'aéronautique, sur du logiciel. Mais par contre, on échangeait les mêmes difficultés, des points communs, etc. Et c'est vraiment, vraiment essentiel, quoi. Donc, il faut sortir du laboratoire. Ça fait du Camille? bien. Pardon, et Camille? Complètement. Je rejoins Sabine là-dessus. Effectivement, moi, les formations, alors moi, je les ai plus axées entrepreneuriat et c'était des bulles d'oxygène dans le quotidien de la thèse où on a la tête dans le guidon. Et effectivement, se rendre compte qu'il y a autre chose aussi en dehors du labo, ça remet les choses en perspective, ça fait prendre du recul aussi sur des problématiques de recherche qu'on a en tout cas au quotidien, parce qu'on a le nez dedans, qui prennent des proportions, en tout cas dans les esprits, qui sont finalement, quand on sort un petit peu de ça, on se dit, mais ça reste un travail. C'est censé être un travail selon moi. Et moi, le fait de me dire que j'avais pas forcément continué dans ce domaine-là après la thèse, c'était avant la thèse en fait. Moi, avant de postuler en thèse, c'est vrai quand je disais tout à l'heure de manière bête et méchante, j'allais tout droit vers le doctorat, mais comme j'avais fait un stage de recherche, j'avais vu que ça me correspondait pas entièrement, que je risquais d'être un peu à l'étroit. Mais il y avait cette part de moi qui me disait, mais essaie-le quand même, parce que tu regretteras de ne pas avoir essayé et de ne pas avoir vu ce que c'était en vrai. Mais c'est vrai que dès le démarrage, je me disais, moi j'avais pour le coup une thèse universitaire, donc il y avait ce côté aussi applicatif, mais peut-être moins applicatif directement derrière, après aux entreprises, etc., qui me posait question. Donc je suis rentrée en me disant, mon but n'est pas d'aller dans la recherche pure en sortie de doctorat. Et c'est vraiment en première année de doctorat où je me suis posé la question, est-ce que j'arrête? Parce que j'étais un peu à l'étroit dans le doctorat. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Mais je prépare la suite. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai plutôt préparé la suite, du coup, en parallèle. Ouais, je comprends. En fait, ça se fait, d'après ce que vous dites, ça se fait vraiment progressivement. Finalement, vous êtes vous-même créé, vous avez vous-même créé vos opportunités en vous ouvrant sur l'extérieur, en allant fouiller un peu sur ce qu'il y avait autour de la recherche. Et c'est comme ça que progressivement, vous avez construit votre projet, soit par le réseau, comme le disait Sabine, soit par la création d'une opportunité, comme tu l'as fait, Camille. Est-ce que par hasard, c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce que par hasard, vous avez des gens autour de vous qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat ou c'est vraiment un choix, parce que c'est quand même un entrepreneuriat, même dans une SCA, c'est de l'entrepreneuriat, c'est la reprise d'entreprise, comme tu le disais, Sabine. Mais est-ce que vous avez de la famille qui se sont lancés dans cette voie-là? Moi, pas du tout. Ouais. Je suis issue d'une famille j'ai un papa fonctionnaire, ouvrier fonctionnaire. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne mettraient pas les pieds dans l'entrepreneuriat, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est un caractère. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même des mécaniques de structuration qui sont facilitées, notamment par l'URSSAF et par les organismes qui gèrent l'inscription des entreprises. On a le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui, on a les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. J'ai croisé quelques personnes qui ont aussi tout simplement créé une association, puis qui ont fait un peu d'activité en associatif, puis qui se sont transformées en SCOP ensuite. Je trouve qu'aujourd'hui, pour monter sa boîte, on a quand même une facilité qui est intéressante. Mais ce n'est pas dans ma famille, non, pas du tout. Ouais, c'est intéressant, effectivement, il y a beaucoup de possibilités en fonction de ce qu'on veut faire. Et toi, Camille? Et moi, j'ai mes deux parents qui sont, pour le coup, qui se sont mis à leur compte, alors au fur et à mesure du temps. Mais finalement, mon père, à 45-50 ans, s'est mis à son compte pour donner des cours, des formations. Il était directeur de centre, Noroto, etc., de centre avant, et il est passé dans la formation pour former justement de futurs collaborateurs, etc. Et ma maman, elle, s'est mise aussi à son compte dans l'immobilier. Et donc, ils étaient en micro-entreprise. Et donc, j'ai un peu toujours baigné dans cette idée de on fait ce qu'on veut tant qu'on l'assume finalement. On peut tester, on peut expérimenter. Et ils étaient derrière, peu importe le projet, tant que derrière, on assumait le projet. Donc, j'ai choisi mon nom d'entreprise en faisant un brainstorming avec toute la famille. Enfin, voilà. Nous, c'est un peu participatif à ce niveau-là pour les projets. Et finalement, je ne suis pas rentrée dans l'entrepreneuriat via ma micro-entreprise tout de suite. J'ai monté une association, effectivement, moi, juste avant, en 2019, j'ai monté une association sur la même thématique pour voir un petit peu, c'était un peu ma première étape,
en me disant, il y a peut-être un peu moins d'enjeux, un peu moins de pression aussi quand on commence à faire une association, ce qui n'est pas vrai finalement d'ailleurs. Mais voilà, ça me permettait de faire un premier pas dans l'entrepreneuriat autrement en tout cas. En tout cas, ça fait moins peur. C'est ça. Parce que c'est peut-être un format qu'on côtoie aussi quand on est étudiant. On a des associations étudiantes, des Oui, associations de groupe. Donc, on se dit que l'association, finalement, c'est un format qui effraie moins. C'est peut-être aussi une manière de découvrir un peu ce qu'est l'entrepreneuriat dans un démarrage plus confortable, je dirais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toutes les voies sont bonnes. Et donc, dans tout ça, maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un peu le vif du sujet. Comment sont nés vos projets? Comment se sont structurés vos projets? Sortie de thèse, donc toutes les deux. Comment ça se passe? Sabine, tu veux commencer? Moi, c'est assez particulier puisque ma CIFRE était donc dans une SCOP, une société Ouais. coopérative. Donc, j'explique vite fait, il faut aller voir sur scope.coop, mais en fait, Si t'as le temps. ce sont des entreprises qui appartiennent à leurs salariés. Donc, en fait, on est tous potentiellement associés à l'entreprise et donc on élit un gérant ou une gérante. Et du coup, Aubépine avait été créé 20 ans plus tôt, en fait, par un ingénieur qui, lui, est toujours parmi nous, hein, mais qui va bientôt partir à la retraite. Et en fait, à la sortie de la thèse, je connaissais tellement bien la boîte, en fait, parce que en fait, le fait d'être en doctorat, j'ai rencontré pas mal de nos clients, j'ai été dans les conférences. Donc, en fait, sur l'activité de l'entreprise, j'étais vraiment au fait de ce qui allait venir, des nouveautés, de tout ce qui se passait, en fait. J'avais tellement ratissé large. Donc, un jour, les associés sont venus me voir en me disant est-ce que tu pourrais prendre la succession du fondateur de la SCOP. Et du coup, j'ai accepté parce que je me suis dit c'est un bon moyen de faire évoluer la structure. Et c'est vrai que du coup, elle a un petit peu changé depuis. On est passé de 3 personnes à 10 en quelques années. Beau travail. Voilà, avec notamment un gros poids de la R&D en fait dans l'activité. D'accord. Voilà pour moi. Super. Camille? Et alors, du coup, moi, donc c'était en milieu de thèse. Donc, je le disais tout à l'heure, petite prise de conscience écologique, environnementale. Et finalement, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas forcément, pour moi, continuer dans la high-tech sans me poser de questions. C'était, à mon sens, continuer à faire partie de problèmes de société et pas travailler sur une piste de solution, quelle qu'elle soit, finalement. En tout cas, dans cette lignée-là. Et donc, moi, l'idée m'est venue j'ai mis des post-it partout dans mon appartement, sur les murs, me dire, je sais pas ce que je veux faire, mais il faut que je fasse autre chose, ou différemment, en tout cas. Donc, ça a été beaucoup d'introspection de quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes valeurs, qui je suis, qui je ne suis pas, quelles sont mes craintes aussi. J'ai vraiment essayé de travailler sur tout ça. Et me poser la question dans quel environnement de travail, qu'est-ce qui me ferait me lever le matin pour aller travailler de manière épanouissante, où j'ai l'impression en tout cas de contribuer à la fois aux problématiques environnementales, aux problématiques de société, et puis avec mes compétences aussi d'ingénieur ou ce que j'ai pu travailler dans la thèse, notamment aller sensibiliser, faire des conférences, etc. Et je connaissais pas le Molotech, je connaissais pas la démarche, mais finalement, je suis arrivée à ce concept de me dire, je voudrais accompagner des projets, accompagner des structures, sensibiliser à mettre en place le métier d'ingénieur en intégrant les valeurs environnementales, les valeurs sociales dans les entreprises, ou créer, pourquoi pas, des entreprises ou des projets qui ont une recherche d'impact positif. Et en allant regarder, le premier truc qu'on fait quand on a une idée, c'est on va regarder sur Internet, est-ce que ça existe déjà? Et c'est comme ça que je suis tombée sur différentes associations qui commençaient à faire ça. Et je me suis dit, en fait, la démarche low-tech recoupe bien mes valeurs et la manière dont je veux orienter mon métier aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que je suis partie un petit peu dans cette idée-là. Et donc, la première étape pour moi, c'était de faire de la sensibilisation, ce que je fais aujourd'hui. Et puis, l'étape d'après, c'est pouvoir accompagner vraiment avec des outils et de la méthodologie les structures. Donc, en fait, tu dis que tu étais en thèse, la recherche Ouais. te plaisait vraiment beaucoup, mais l'environnement, pas tellement. Et à un moment, tu as ressenti ce besoin d'aligner tes valeurs, justement, les fameuses valeurs, d'aligner tes valeurs qui étaient pour toi développer la low-tech, limiter l'impact environnemental avec cours de formation en ingénierie. C'est en mixant les deux que t'es venue l'idée de créer Fab Lab d'abord, je crois. Alors, le low-tech Touraine, l'association. Ouais. C'est ça. Un Et low-tech puis lab. après, Nectar. Et puis après, ta société Nectar pour
sensibiliser les gens justement à la low-tech, à ce que c'est et permettre qu'ils l'implémentent davantage dans les entreprises. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment sur le côté high-tech, moi, ça me passionne. La science pour la science me passionne. Mais sur la rapidité aussi d'application Ouais. de bonnes solutions ou non sur le marché, pour moi, en termes de timing, ça n'allait pas assez vite pour moi. J'avais besoin, en tout cas, de me sentir dans mon métier actif sur le terrain plus vite, de manière plus concrète, en tout cas. Et d'avoir du coup un impact sur la société aussi, sur l'environnement et sur la société par ton activité. Un petit impact ou un grand impact, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer, voilà, me sentir que je pouvais avoir un impact qui était vraiment dans le présent. Les longues routes commencent toujours par un pas, tu sais. Exactement. Et toi, Sabine, est-ce que cette question d'aligner tes valeurs avec ton projet professionnel, c'est quelque chose qui était fortement présent ou c'est plutôt l'opportunité où tu t'es dit, bah là, je suis pile poil à ma place, ça correspond exactement à mes valeurs, ça correspond exactement à ce que je suis. Comment cette migration s'est faite dans ton cerveau progressivement? Bah, moi, c'est vrai que c'est plutôt l'effet inverse. C'est bien, on est hyper complémentaires avec Camille. Oui. C'est en fait, depuis que je suis jeune, j'ai jamais voulu travailler dans un autre domaine que quelque chose qui prend en compte le bien-être de la société, le moins de discrimination, etc. Je sais pas pourquoi, c'est dans mon parcours. Il faut savoir que au tout début de ma carrière, quand j'avais 17 ans, j'ai fait un BTS de gestion dans un centre culturel à vocation éducative dans des quartiers populaires, on va dire. Et D'accord. donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée à mon master d'urbanisme parce que j'avais l'idée que mieux construire la ville, c'était développer l'égalité, avoir de meilleures conditions de vie pour tout le monde. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée par l'urbanisme. De base, j'étais pas du tout dans l'environnement, moi, en fait. Ouais, Et en fait, encore aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on partage avec les collègues, c'est qu'on est tous des écologues, mais en fait, notre vraie valeur, c'est l'humain, en fait. C'est d'offrir un cadre de vie aux êtres humains, en fait. Et du coup, quand je suis arrivée chez Aubépine et qu'on m'a proposé de travailler là-dessus, sur la nature en ville et le fait d'avoir des espaces de nature pour tous et avoir un environnement de vie sain, la ville résiliente, durable, etc., un petit peu pour contrebalancer les bidonvilles et toutes ces grosses mégapoles qui proposent pas des conditions de vie toujours très égalitaires et très comment dire, très agréables pour les gens. Donc finalement, aujourd'hui, je suis complètement dans mes valeurs, c'est-à-dire combinaison de l'écologie et de la construction urbaine, en fait, sachant qu'une grande partie de la population vit dans les villes aujourd'hui et ça ne fait que s'accroître. Voilà. Donc, en fait, toi, tu nous dis plutôt que c'est pendant tout ton parcours, en fait, tes valeurs ont toujours été fortement présentes et le fait d'être toujours bien en adéquation avec elles, c'était important dans tes choix. Et c'est certainement ce qui explique que tu aies fait ta thèse aussi dans une SCOP, qui est, je le rappelle, c'est une société avec une gouvernance collaborative. C'est des thémas qui sont vraiment intéressants et qui correspondent davantage finalement à ce qui intéresse même les plus jeunes générations à l'heure actuelle, le fait justement d'être en cohérence entre ce qu'on est, ce qu'on veut, le monde qu'on souhaite et ce qu'on construit. Oui, et en fait, pour préciser sur les scopes, alors aujourd'hui, il y a la responsabilité sociétale des entreprises qui vient d'aborder ça, mais depuis toujours, en fait, en scope, peu importe l'argent que vous avez dans la boîte, c'est une personne, une voix. Et quand on redistribue de la participation, on en redistribue autant aux gens qui font le ménage qu'aux ouvriers ou qu'aux cadres. Il n'y a pas de différence, en fait. Alors, il y a des grilles de salaire, hein, comme toute entreprise. On a les règles droit du travail, les grilles conventionnelles de compétences, il n'y a aucun problème. Par contre, le fruit de l'action de l'entreprise est réparti de façon équitable entre tous. Et c'est ça, moi, qui m'avait vraiment plu dans les sociétés coopératives. Et une question que je me pose aussi, est-ce que vous pensez que vous auriez pu parvenir à aligner aussi bien vos valeurs avec votre projet professionnel en dehors de l'entrepreneuriat? Dans Bonne une question. structure publique ou une structure privée? Euh, Camille, tu veux répondre? Ouais, je veux bien. Moi, je pense que c'est faisable. Dans ma thèse, je fabriquais des dispositifs de conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Et donc, il fallait que je synthétise les matériaux par voie chimique. Et puis, il fallait après que je fasse les tests dessus. Et dans ma thèse, j'essayais déjà de me dire, OK, je vais devoir déposer des couches de métaux, des choses comme ça. Les métaux, aujourd'hui, on est sur des ressources qui s'amenuisent.
L'idée, c'est d'en mettre le moins possible, voire de les échanger contre d'autres métaux ou d'autres d'autres matériaux qui pourraient remplacer les métaux, etc. Moi, j'essayais déjà à ma manière dans mes dispositifs d'en mettre le moins possible ou de travailler sur d'autres formules chimiques pour avoir des matériaux de remplacement, des choses comme ça. Je pense que pour moi, c'est possible d'intervenir à toute échelle, que ce soit, et souvent quand je donne des cours là-dessus, je dis à mes étudiants que à la fois en auto-entreprise, comme en tant qu'employé dans une entreprise, on peut en fait faire changer, selon moi, les mentalités. On n'aura peut-être pas le même cadre d'action, même en tant que stagiaire, on n'aura peut-être pas le même cadre d'action, le même encadrement, la même possibilité de liberté d'agir, mais selon moi, on peut déjà agir sur la mentalité, sa mentalité, la mentalité autour aussi de ses collègues en les sensibilisant, en n'arrêtant pas d'essayer en tout cas. Il y a forcément peut-être, on va avoir plus ou moins de liberté, mais pour moi, dans tous les cas, on peut essayer de faire une différence là où on est. D'accord. Donc pour toi, c'est pas forcément l'entrepreneuriat qui permet d'aligner ses valeurs avec son projet professionnel, mais dans tes valeurs, il y a aussi un certain besoin d'autonomie, non, de liberté que te procure peut-être l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ça procure, alors ça procure de l'autonomie, mais ça peut procurer de la solitude aussi. Moi qui suis en micro-entreprise, finalement, quand je prépare mes cours, quand je prépare mes conférences, je peux aller dans des espaces de coworking, mais je peux aussi rester chez moi un certain temps à préparer. Donc en fait, je dirais que l'entrepreneuriat, ça va apporter des choses, ça va apporter effectivement une certaine autonomie dans les prises de décision, une certaine liberté, mais il y a autre chose derrière. Il peut y avoir la solitude, il peut y avoir le fait qu'on n'ait pas si on est tout seul, qu'on n'ait pas de binôme ou d'équipe pour nous booster aussi, parce que finalement, il faut trouver l'énergie tout seul. Là où dans une entreprise, on va peut-être pouvoir aussi s'appuyer sur les compétences des autres, le vécu des autres personnes. On sera peut-être plus encadré, donc on pourra aussi se sentir moins libre de mettre en place des actions, mais je pense que ça dépend à nouveau du management aussi qui est présent dans l'entreprise. Donc je dirais à chaque chemin, on va avoir de toute façon des points positifs et des points négatifs. Le tout pour moi, c'est de prendre celui où on va le plus apprécier le compromis, je dirais, des libertés et des devoirs un petit peu. Et pour toi, c'était l'entrepreneuriat? Pour l'instant, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, ouais, pour moi, je me plais bien dans l'entrepreneuriat. Et puis si un jour je repars dans une entreprise et que ça me convient de faire comme ça, je m'interdis absolument pas de le faire. Oui, parce que comme on le dit depuis le début, comme vous le dites depuis le début, ce qui est important, c'est de jamais se fermer de porte, en fait, de toujours se permettre d'évoluer et de changer d'avis. Et pour toi, Sabine? Du coup, moi, c'est vrai que pour moi, on peut, je pense, vivre avec ses valeurs en étant salarié d'une structure, pourvu que la structure ait j'ai envie de dire ses valeurs communes en fait. Après, la différence de l'entrepreneuriat, c'est que vous participez quand même aux décisions et surtout à l'évolution de l'activité. Aujourd'hui, tout évolue, et beaucoup plus vite, de plus en plus vite. Et donc, je trouve que c'est important d'être présent sur les décisions d'orientation en fait de l'entreprise. Et je vois, nous, c'est très parlant, préserver les arbres dans les aménagements, ok, mais comment on fait pour le faire et de quelle manière on répond et quelles sont les nouvelles solutions qu'on propose. Et du coup, quand on est entrepreneur, c'est pas à la même place que quand on est salarié et qu'on répond à des demandes de tâches en fait qu'on va réaliser. Donc après, oui, il faut pas faire rentrer les structures uniquement dans des cases. Je suis sûre qu'il y a des SARL classiques où c'est hyper coopératif, où il y a une mentalité comme ça. Par contre, il faut toujours avoir en tête que c'est pas à vous, quoi. Et en fait, j'ai lu beaucoup de Danielle Linhart, qui est une sociologue du travail, pendant ma thèse, justement là-dessus, où elle disait de se méfier des entreprises tous copains, tous ensemble, etc. Parce que pour elle, à partir du moment où on ne participe pas de la décision, c'est qu'un voile de fumée, c'est qu'un écran de fumée pour nous faire travailler plus. Bon, c'est un peu engagé son discours, mais en tout cas, quand on est entrepreneur, en tout cas, on est responsable de ses actes, de la chose, on participe de la décision et du coup, au moins, on peut assumer les choix qu'on fait. Ouais, complètement. Il y a un de nos auditeurs, justement, qui me semble-t-il, n'a pas bien compris quel était votre rôle dans la construction de votre société, quelle était votre position, si vous voulez bien leur repréciser.
Alors, sur la SCOP, moi, la SCOP, je ne l'ai pas créée puisqu'elle existait, en fait. Donc, j'étais salariée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai accepté la gérance, j'ai aussi discuté avec les associés de la manière dont allait évoluer l'entreprise. Et donc, moi, ma position, c'est quand j'ai pris la gérance, c'est d'amener un petit peu de stratégie d'évolution de la boîte pour pouvoir embaucher, pour pouvoir donner une dimension un peu plus importante. Et du coup, moi, mon rôle, je dirais entrepreneurial, il est vraiment là, c'est-à-dire d'axer des choix, enfin de l'orientation de l'entreprise, alors en collaboration avec les autres associés, bien entendu, et de faire des choix pour qu'on développe notamment des nouvelles solutions pour mieux préserver la nature en ville, en fait. Donc, ça a été vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création, par contre, il y a de la création de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire. Donc, C'est l'équivalent d'une reprise. C'est l'équivalent d'une reprise d'entreprise. Ouais, un petit peu. C'est de 3 à 10 salariés. Vous avez changé Ouais. vos objectifs. Donc, c'est l'équivalent de la reprise. Après, il faut bien repréciser qu'on est sur un modèle d'entreprise collaborative. Comme on disait, un salarié, une voix. Donc, c'est un format un peu différent. Je le redis pour les personnes qui nous écoutent pour qu'ils comprennent bien. Et pour préciser, une SCOP ne se vend pas. On ne peut pas délocaliser une SCOP, on ne peut pas la vendre. Donc, en fait, une transmission classique n'est pas possible, en fait. C'est un salarié qui reprend la gérance. Il y a une question également sur la solitude là, de l'auto-entrepreneur, l'isolement. Je pense que Camille est peut-être plus à même que moi de répondre. Moi, j'ai juste un conseil sur l'isolement en tant que gérante, entre guillemets. En fait, c'est de s'inscrire dans les réseaux. Vous avez des syndicats professionnels, vous avez des associations métiers, entre guillemets. Moi, par exemple, je suis administratrice pour la fédération Sinov, qui est en fait notre convention collective qui s'appelle Sinov Syntec. Et du coup, je rencontre d'autres entreprises qui grossissent notamment. Et là, moi, ça m'a beaucoup aidé de parler à des entrepreneurs qui sont passés de 3 à 10 aussi. Et voilà, parce qu'il y a eu vraiment des moments difficiles. C'est voilà, bon. C'est toujours plaisant, mais il faut quand même amortir le boulot, quoi. Et du coup, cette solitude, je ne sais pas ce que Camille en pense, mais je pense qu'on peut vraiment y pallier en participant à ces réseaux. Ça prend un tout petit peu de temps, mais moi, je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Et puis après, voilà, nous, sur les espaces verts, on a Planté Cité, qui sont des grosses associations métiers. Où, en fait, voilà, c'est comme pendant la thèse, en fait. Il ne faut pas hésiter à aller dans des séminaires, des colloques, des salons pour rencontrer d'autres gens extérieurs à soi. Ce n'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur qu'on est tout seul, quoi. En fait, c'est sûr. Mais Camille a dû vivre ça plus que moi. Oui, parce qu'elle en parlait justement, cette fameuse solitude. Oui, complètement. C'est vrai que moi, effectivement, je prépare souvent les choses de chez moi j'ai intégré différents réseaux aussi. Mais en fait, j'ai pas quitté finalement le réseau Pépite. Je suis passée de comment dire, étudiante chez Pépite à alumni chez Pépite. Et ça fait, en fait, pour moi, ça fait toujours un bien fou d'aller rencontrer soit les nouveaux étudiants qui rentrent avec des projets, soit aussi d'aller pourquoi pas faire du mentorat, soit de rencontrer les anciens. Et de garder contact avec eux parce que c'est toujours intéressant de voir comment leur projet évolue. C'est aussi sympa de parler d'autres thématiques que de la sienne. Ça permet on retrouve des problématiques qui sont similaires. Je veux dire, je te rejoins tout à fait, Sabine. Je trouve que ça fait une bouffée d'oxygène dans tous les cas. Donc, aller voir les réseaux, ça reste extrêmement important. Pour moi, c'est ce qui permet de sortir un peu de cette solitude ou de se dire, tiens, est-ce que j'ai fait les bons choix? Les gens ne prendront pas les décisions à notre place, puisque c'est nous qui sommes à la tête de l'entreprise, ou en tout cas à la tête à la décision des actions. Par contre, en discuter, avoir différents points de vue qui sont peut-être pas toujours les nôtres et puis qui peuvent pas être très agréables des fois à entendre, mais s'ils sont constructifs, ça permet quand même de prendre un petit peu de recul, encore une fois. Et pour préciser juste pour nos auditeurs, donc Camille est entrepreneur. C'est son entreprise qu'elle a montée. Alors oui, c'est ça. Moi, c'est une micro-entreprise, donc je suis toute seule dedans et je fais de la sensibilisation. Et l'autre partie d'entrepreneuriat bénévole, cette fois, c'est mon association, où là, on est plusieurs. On était 3 à la fonder. Maintenant, on est 7-8 bénévoles actifs à prendre les décisions et on est 6 personnes au conseil d'administration. Et là, du coup, on est plus nombreux. C'est sympa de travailler avec ces personnes-là. Et là, nous, le but ici, dans cette association, donc j'en suis la présidente, donc moi, je vais avoir une figure de représentation, finalement, sur les événements. Et puis, le but, ça va être aussi d'animer les décisions,
quel atelier de fabrication auprès des citoyens ou de sensibilisation on fait sur tout ce qui est technologie low-tech, donc four solaire, des choses comme ça. Et puis, ça va être quelle sollicitation, comment on s'organise pour pouvoir amener assez de bénévoles pour répondre à toutes les sollicitations qu'on peut recevoir des villes, d'autres associations, essayer de créer des passerelles entre les associations qui ont des valeurs communes à la nôtre. Donc, c'est un peu d'autres actions qu'il faut faire en groupe cette fois, mais qui restent très, très intéressantes. Ça varie un petit peu. Merci, mais je vois quand même qu'on n'en parle pas, mais ce qui ressort quand même de vos témoignages, c'est que vous avez fait un doctorat, vous étiez hyper spécialisé dans un domaine d'activité, vous avez développé une tonne de compétences que vous avez réutilisées assez simplement finalement dans la structuration de vos entreprises, mais surtout, vous avez toutes les deux implémenté beaucoup d'innovations et dans ces nouvelles entreprises que vous avez soit reprises, soit créées. Et vous continuez en fait à garder cette dynamique du doctorant, c'est-à-dire à rester toujours ouverte, alerte et en quête d'adaptation, d'innovation, d'évolution, d'adéquation avec la société, avec l'environnement. C'est quand même quelque chose que vous ne dites pas naturellement, mais qu'on ressort. Et je pense qu'il était important de le souligner, qu'il y a une cohérence, une réelle cohérence entre votre parcours de doctorat et ce que vous construisez à l'heure actuelle, qui est quand même de cette dimension et d'une grande qualité quand même. Alors, il y a une blague du chat de Gueuluc. On veut pas des chercheurs, on veut des trouveurs. Moi, je dis que pour trouver, il faut chercher quand même. Mais il y a quand même, faut dire aussi, une grande satisfaction de pouvoir faire ce qu'on appelle du transfert d'innovation, en fait. Je pense que c'est ce que vit Camille aussi, c'est le fait de transférer à la société. Donc, ça passe soit par la vulgarisation, soit par la création de nouveaux produits vers la société, entre guillemets, vers les utilisateurs, en fait, les usagers. Et du coup, moi, c'est vrai que c'était essentiel aussi. Faire de la recherche pour de la recherche, c'est important, la recherche fondamentale. Oui, on en a besoin. Mais mon parcours professionnel faisait que j'avais besoin de tout de suite mettre ça sur la voie publique. Il fallait que ça serve à quelque chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça que ça continue chez Aubépine. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fini ma thèse, qui était un grand sujet, la prise en compte de la nature dans les aménagements, c'était super vaste. J'avais plein de petites conclusions en fait dans ma thèse et donc j'en ai choisi une et c'est rigolo que Camille soit là parce que moi ma conclusion c'était justement d'aller vers les outils du numérique, de repenser en fait la façon dont on utilisait ces outils au service de la nature et du coup maintenant la plupart de nos projets de recherche et de développement on les fait avec des labos de numérique, de télédétection. Mais toujours dans l'idée de simplifier et que ce soit accessible au matériel du grand public et que ça soit utile à quelque chose. C'est-à-dire qu'un indice de canopée, c'est super, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ça peut générer combien de bois, ça peut préserver à niveau de quelle température, comment on préserve ces arbres, quelle est la prochaine intervention qu'il faudrait avoir dessus. Complètement. Vous voyez, un truc un peu concret, et bon, ça, je pense que c'est aussi une question de caractère, mais on m'avait souvent dit dans mon copil, toi, tu as un rapport à la fertilité qui pose question quand même. Mais c'est peut-être ça, on accouche peut-être de quelque chose quand on fait du transfert d'innovation, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est super important de faire que tout le boulot qu'on a mis là-dedans, d'aller chercher des solutions, de comparer, d'aller interroger, de faire des tests quand il s'agit de matériaux ou de logiciels. Et quand ça marche, c'est super. Tu veux compléter, Camille ? Je rebondirais en disant que pour moi, le fait moi que je ne le mentionne pas, en tout cas, de travailler vraiment sur de l'adaptable, etc., c'est aussi que la nature fonctionne comme ça. Et c'est ce qui me posait un peu question. Je suis partie faire un doctorat sur les nanotechnologies parce que je voulais faire de la chimie, de la physique, de l'électronique. En fait, pour moi, travailler à la frontière entre différentes matières, c'est là où c'est le plus intéressant parce que la nature fonctionne comme ça. On regarde la nature sous un certain prisme, mais finalement, quand on regarde vraiment à l'intérieur des systèmes, la logistique entre les êtres vivants, la faune, la flore, etc., en fait, on voit que tout est interconnecté. De la même manière que toutes les problématiques environnementales et sociales sont aussi interconnectées. Donc finalement, pour moi, maintenant, ça fait partie de mes valeurs et de ma manière de travailler, de me dire, en fait, tout est connecté. Donc il faut à la fois travailler à comprendre les mécanismes, chercher, faire de la veille parce que l'idée, c'est d'adapter et de s'adapter au maximum de toute façon, parce qu'on est dans un monde qui évolue. Toujours trouver des solutions de manière à ce que ce soit accessible
en termes de dignité humaine, accessible en termes de savoir-faire, financièrement, etc., tout en respectant les limites planétaires. Donc, il y a toujours, pour moi, cette interconnexion entre tous les systèmes. Et je pense que dans nos métiers, c'est important. On peut se spécialiser dans des thématiques, mais il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout. Et donc, pour moi, il faut que ça devienne naturel de travailler aussi à la frontière avec les autres ou avec d'autres métiers, de toute façon. Complètement. Donc, la transversalité, une grande qualité des doctorants, qui est très peu exploitée, communiquée. Donc, retenez bien, ceux qui nous écoutent, des grandes capacités d'exploration transversale. On avait une question, Camille, comment êtes-vous montée en compétence sur l'animation? Et je sais que c'est une question qui revient souvent parce que, en général, je généralise, vous avez le droit de critiquer, mais j'ai l'impression quand même que les doctorants, c'est quand même une population qui a besoin de maîtriser totalement ce qu'il fait parce qu'il a l'habitude d'être expert sur son domaine et donc qui a peur quand même d'aller vers ce qu'il croit ne pas maîtriser. Mais Camille, si tu peux nous faire le lien entre les compétences de l'animateur et celles qui en requièrent le fait de faire une conférence, de transmettre, ça serait super. Oui, alors pour le coup, j'y ai été par étapes. On a commencé à me proposer, pendant mon doctorat, on a commencé à me proposer de donner des cours. De donner des cours, notamment en électronique à l'IUT. Et j'ai dit non, parce que franchement, je trouvais que ça n'allait pas être un cadeau pour les étudiants. Alors, dans mes souvenirs, j'étais quand même pas... Enfin, c'est la chimie, mon truc, mais j'étais pas incroyable en électronique. Et aller redonner des TD ou des TP à des étudiants, où moi, j'avais eu ça en classe, d'avoir des doctorants qui venaient me donner des cours sans trop maîtriser. Je trouvais que c'était ni un cadeau pour les étudiants, ni pour le doctorant, enfin, c'est pas une position confortable. Donc, j'ai commencé par refuser, en fait, juste tout court de donner des cours. Et je suis allée donner des cours chez Academia, finalement, avec un étudiant, un suivi. J'ai commencé par des cours de lycée et puis je suis montée sur des cours de prépa. Je me suis rendu compte que finalement, quand on vieillit, des choses qu'on ne savait pas faire en prépa, on les appréhende beaucoup mieux, avec quelques années aussi pour les digérer. Donc, je suis montée en compétence aussi en me rendant compte du chemin que j'avais parcouru, mais avec des petites étapes comme ça. Et ensuite, ça a été travailler mes oraux pour présenter des posters, après pour présenter les résultats de recherche qui m'ont fait travailler sur la présentation. Et puis, je pense que ce que je disais tout à l'heure pendant ma thèse, le fait que ce soit tellement important pour moi que ma famille, qui n'était pas du tout scientifique, puisse sur 45 minutes d'oral au moins en suivre 30. C'était un peu mon objectif. Et donc, j'ai construit mon oral de thèse de manière à ce qu'eux puissent comprendre. Donc, j'ai été obligée de travailler la vulgarisation là-dessus. Je m'appuyais aussi sur des outils comme les TED Talks ou autres vidéos où il y a une manière aussi d'expliquer, une manière de capter l'attention du public. Les formations pépites où ils nous apprennent à pitcher, donc à présenter notre idée en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, tout ça, c'est des petits exercices qui sont extrêmement importants et qu'on peut réutiliser plus tard. Donc, ça a été un cheminement petit à petit avec des outils qui arrivaient petit à petit, on va dire, dans ma réflexion et qui m'ont orienté vers maintenant, je donne des cours, mais parce que je me sens capable de les donner et j'ai travaillé petit à petit ma montée en compétence avec des outils et puis de la culture, en fait, finalement. D'accord, donc si je résume, en fait, tu leur dis jetez-vous dans le bain, mais à petite échelle, et vous apprendrez. Dis donc, faut prendre des risques. Donc, faut faire des choses où parfois on a un peu le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai encore. J'y vais en me disant, là, je sais pas si c'est bon. Mais quelque part, j'ai aussi ce truc de me dire, si j'arrête pas de me remettre en question tout le temps, mais que ça m'empêche pas de faire les choses, ça peut que s'améliorer dans tous les cas. Ça veut dire que je regarde aussi mon travail, mais que je me freine pas en permanence non plus. Sinon, on fait rien du tout. Ouais, donc à un moment, faut y aller, quoi. Faut y aller, oser, se tromper, recommencer. Faut pas. Enfin. C'est expérimenter finalement. On est des chercheurs, donc expérimenter, ça fait partie de la recherche, que ce soit sur des expériences de chimie ou que ce soit sur je teste un oral, je me suis plantée, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, je recommence. Je pense que expérimenter, c'est le but en tout cas. Bon, une question juste d'accompagnement, parce que ça fait plusieurs fois que tu parles de Pépite Bretagne, donc visiblement t'as accompagné pendant ça fait partie des questions. Pépite Centre-Val de Loire du coup. Projet entrepreneurial, oui. Donc, du coup, juste un mot peut-être pour continuer. Après, je donnerai la parole à Sabine. Est-ce que donc, effectivement, moi, je me suis rattachée à Pépite Centre-Val de Loire comme je suis basée sur Tours. Et c'est incubateur de projets entrepreneuriaux et d'entrepreneuriat étudiant.
Et moi, je suis rentrée via le doctorat, mais en fait, c'est accessible aux étudiants aussi à l'université ou autre. Oui. Et le principe donc de Pépite, c'est d'accompagner les étudiants, de proposer différentes formations. Il y a différents formats de formation. Moi, j'avais des petits modules de cours pendant le doctorat. Après le doctorat, j'ai fait Pépite Starter, où là, c'est sur 4 mois plus intenses de suivi de projets. C'est finalement une structure qui permet de proposer des outils pour les étudiants pour tester leurs idées de projets, se sensibiliser à l'entrepreneuriat, rencontrer des professionnels, en fait, se créer un réseau de professionnels qui ont différentes compétences, qui peuvent coacher sur la prise de parole, sur un business model d'entreprise, qui peuvent en tout cas coacher sur différentes thématiques. Et puis, c'est surtout un réseau où on retrouve d'autres étudiants, d'autres jeunes diplômés qui ont des idées, et puis le but, c'est de les partager et puis de se faire grandir les uns les autres, je dirais. Donc, tu as pu profiter du statut national d'étudiant entrepreneur qui est donné par Je Pépite. sais plus que ce dont j'ai profité, mais je crois que c'est celui-là, oui. Oui, oui. Ouais, c'est le statut que tu demandes auprès de Pépite. En fait, Oui, Pépite, c'est c'est le ça. pôle entrepreneuriat pour le transfert, l'innovation. Non, c'est le pôle étudiant pour le transfert, l'innovation et l'entrepreneuriat. Ouais, j'avais pas les mots pour moi, je savais pas ce qu'il y avait derrière le mot pépite pour le coup. Oui, c'est normal. En même temps, ce qui est important, c'est que tu aies pu bénéficier d'un accompagnement de qualité finalement et que ça t'ait aidé à Ouais. structurer ton projet. Et toi, Sabine, tu as été accompagnée? Oui, alors moi, comme je suis passée par des associations culturelles dans ma carrière, du coup, je faisais déjà pas mal d'animations scolaires, Mhm. d'animations d'ateliers. Moi, j'ai commencé par des cours qui étaient très liés à mon domaine, en fait, dans des licences pro. Et puis, de fil en aiguille, c'est aussi, bon, on parlait de la soutenance de thèse tout à l'heure, c'est vrai Mhm. qu'on est quand même bien préparé par nos enseignants à tenir dans un laps de temps défini et à faire comprendre son sujet au jury de thèse. Mais je me suis aussi fait accompagner par le pool de Rennes. Alors, en fait, Super. Mhm. on parlait des passerelles tout à l'heure, mais c'est vrai que Mhm. quand on va voir à l'extérieur, du coup, on rencontre d'autres domaines qui peuvent potentiellement être intéressés par nos compétences. Donc moi, Complètement. si je prends la nature en ville, du coup, j'ai croisé le domaine du numérique, donc c'est celui que j'ai privilégié ces derniers temps. Mhm. Mais j'ai aussi croisé des gens de la santé, puisque la nature en ville a des bénéfices pour la santé ou des inconvénients quand il s'agit d'allergies. Aussi les domaines du bâtiment et des travaux publics, puisqu'on ne fait pas les routes de la même manière si on prend en compte les arbres ou pas, enfin voilà, Mhm. etc. Mhm. Et donc sur le numérique, effectivement, c'est rigolo parce que c'était avant le confinement, puisqu'on parle des valeurs dans cette émission. Euh, Juste avant le Covid, donc je suis entrée au pool. Il y a une petite formation qui s'appelle Start Me Up, Mhm. qui est sur enfin c'est une journée par mois pendant 6 mois, un truc comme ça, où en Mhm. fait on valide un parcours pour créer entre guillemets une start-up, et où du coup c'était rigolo parce que bon, déjà il n'y avait pas tout de suite les scopes en fait dans le programme. Mhm. C'était très start-up au sens Ah, du traditionnel, tech, etc. high-tech, faire des millions, Mhm. dans 3 ans, j'aurai 3 ans. Et en fait, et c'était pareil dans les pôles de compétitivité, hein, Images et Mhm. réseaux, et Gépolis, enfin, il y avait des pôles, aller voir les pôles de compétitivité aussi, c'est assez intéressant. Mhm. Et passé le Covid, en fait, il y a eu un retournement de situation où en fait aujourd'hui justement la low-tech a toute sa place et où Mhm. on commence à dire, Carrément. parce que du coup quand vous allez dans ce type de formation, si vous êtes dans une structure qui est une coopérative, bah, ça ne matche pas en fait. Mhm. Que Mhm. moi, je ne lis pas mes bilans de la même manière, je ne lis pas mon modèle économique de la même manière que dans une SA classique, Mhm. puisque c'est une scope, on ne peut pas la revendre. Donc, ce n'est pas une start-up qu'on va faire monter en bourse et puis qu'on va revendre. Ce n'est pas possible, on ne peut pas la revendre. Donc, moi, je parlais de création d'emplois, d'ancrage dans le territoire, etc. Chose qui, à l'époque, dans le domaine du numérique, ne parlait pas à grand monde, visiblement. Mais aujourd'hui, ça a vraiment changé. Et du coup, en tout cas, pour Rennes, l'association Pool P3OL est vraiment une super association pour aider à démarrer. Après, on Mhm. a aussi France Active, Bretagne. On a tout un tas Oui, complètement. Ouais. de structures d'accompagnement. Et dans toutes ces structures, il y a des formations au pitch et à l'expression devant un public, en fait. Ouais, c'est fondamental, hein, pouvoir présenter son projet, réussir à convaincre des futurs investisseurs, des futurs clients, c'est quand même la base. Ouais. Ouais, je confirme. Quand vous demandez une Ouais. subvention, vous avez au moins 2 pitchs à faire. Donc, et Mhm. vous avez intérêt de faire comprendre votre projet et la technologie qui est un Mhm. peu complexe des fois, qui va avec. Mais c'est important parce que c'est ça aussi qui va faire que le projet sera viable puisque finançable, en fait. C'est tout Tout à fait. simplement. On va Tout à être très fait. concret là, hein.
Bon, eh ben, en tout cas, c'était enrichissant. On va conclure tout doucement. On va prendre notre temps par une ou deux petites questions. Juste rapidement, comment vos directeurs de thèse ont accueilli, en fait, votre idée de projet entrepreneurial à toutes les deux? Camille, tu veux commencer? Oui, moi, bah, plutôt bien. Après, on n'en a pas spécialement parlé finalement. Je pense qu'il y a un moment de ma thèse où j'ai quand même commencé à glisser que j'avais un projet pour la suite qui n'était pas forcément la suite directe de mathématiques de thèse. Et il n'y a pas eu plus de questions que ça sur ce que j'allais faire après. Donc finalement, je suis pas sûre qu'il soit très au courant de ce que je fais à part sur LinkedIn. Oh. Mais voilà, ça n'a pas été. Le sujet n'a pas été creusé. Moi, c'était assez clair pour moi, en tout cas, que je repartais vers plutôt de l'entreprise, que ce soit de l'entrepreneuriat ou autre. Ça n'a pas été plus abordé que ça finalement. Mais du coup, ça n'a pas été mal pris non plus. Enfin, je veux dire, Voilà. j'ai pas eu de ressentiment, j'ai pas perçu de ressentiment vis-à-vis du fait que je continuais pas derrière. Pas de souci, quoi. Et toi, Sabine? Bah pareil, enfin il Ouais. y a eu un vrai lien nous qui s'est noué entre Ouais. Aubépine et Guy Baudel, qui était mon directeur de thèse pour le coup. Et c'est vrai que non, lui, il encadrait pas mal de chiffres en fait, et il était toujours super content quand les chiffres pouvaient apporter quelque chose à l'entreprise et rester dans Complètement. leur domaine. Donc vraiment de ce côté-là. Ça a été très bien accueilli, et d'ailleurs, je suis souvent invitée aujourd'hui dans des colloques et des séminaires pour partager cette expérience, en fait, parce que c'est lui qui donne mon nom, en fait. Oui, mais en même temps, ça porte aussi, via cette scope, des possibilités de partenariat, de travail, Ah, tout etc. à fait, oui, moi, bah, de toute façon, en plus, j'aime Mm. bien partager. Je trouve que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment le juste retour de moi, ce que j'ai eu pendant ma thèse. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, on a même, nous, écrit un article avec le directeur de thèse et mon tuteur en entreprise à l'époque sur justement l'intégration de la recherche dans l'entreprise. Il y avait un petit peu, quand on est en CIFRE, on a parfois quelques petits procès d'intention sur l'indépendance de la recherche, etc. Il y a un côté un peu opposition publique-privée qui malheureusement est les gentils, les méchants, qui malheureusement existent encore. Alors qu'en fait, bon, je ne pense pas qu'on soit plus sous influence que Mm. d'autres. C'est pas, en fait, la question, c'est pas la structure, c'est la déontologie du chercheur Mm. et ce qu'il veut derrière son projet de recherche, quoi. Complètement. Et je trouve que les chiffres offrent un format quand même un peu différent du format thèse en laboratoire qu'on connaît bien, et c'est intéressant. Je trouve. De toute façon, tout ce qui est différent et complémentaire est intéressant de mon point de vue. Complètement. Bon, Ça fait partie des je sais valeurs. pas, il nous reste 3 minutes. La question est maintenant, avez-vous trouvé un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Comment vous vous sentez chacune? Sabine, tu veux commencer? Pareil, bon, moi ça va. Il y a des périodes où on a vraiment beaucoup de travail, on compte pas trop notre temps, c'est vrai. Mais il y a une marge de liberté qui fait qu'on peut s'organiser de façon optimale. Je sais pas, si je prends un exemple pour les mères de famille ou ça, qui ont des rendez-vous chez les médecins, etc. Bon, bah, ok, on fait pas 35 heures, mais par contre, quand on a besoin d'un rendez-vous à 15 heures chez le dentiste, bah, on peut y aller. On n'a pas à justifier, en fait. Donc, c'est des choix après derrière. Soit on veut un truc bien cadré avec des horaires timés et puis tout compter, etc. Soit bon, on fait un peu un métier passion aussi, donc forcément, on compte pas trop le temps qu'on y passe, mais on a une marge de liberté sur l'organisation personnelle. Possibilité de télétravail, travailler à l'étranger, partir en voyage, enfin, tout ça, ça se fait dans la négociation et la coopération. Ça, en fait, alors, c'est l'idée de se dire, enfin, l'enjeu, c'est quand même que l'entreprise, elle survive, hein, quand même, qu'on n'aille pas lui faire défaut, mais en même temps, soit aussi se préserver au niveau santé, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens passionnés aussi qui tombent, hein, parce qu'on peut parfois faire des semaines assez costauds. Bon, nous, comme on est en scope, c'est vrai, on est plusieurs, souvent, on se met des garde-fous entre nous, en fait. Là, attention, là, je trouve que tu fais un peu trop d'heures, tu bosses trop, voilà, donc on essaye d'équilibrer. Et je trouve que plus on est nombreux et plus c'est faisable. C'était moins Pas de faisable. regret. Du coup, pas de regret d'avoir essayé d'aligner tes valeurs avec ton projet professionnel. Et Non, au pas du tout. contraire, peut-être un enrichissement personnel aussi. Oui, oui, puis alors vraiment pas du tout, parce que pour tout vous dire, j'ai déjà eu des jobs plus financiers, hein, où je gagnais peut-être plus ma vie, mais en fait, au bout de 6 mois, je m'ennuyais déjà et je partais, en fait. Donc là, ça fait maintenant quelques années quand même que je suis chez Aubépine, j'en suis la gérante, donc je pense que ça va. Ça te plaît. C'est bien. Et toi, Camille?
Alors moi, pour l'instant, je pense que c'est important de le dire, je gagne pas encore ma Rapidement, vie parce que tous je les vais voir mois. avec 5, Ouais, 5 rapidement, vas-y. ça marche. Bah, pour l'instant, je gagne pas encore ma vie tous les mois en fait avec mon entreprise. C'est assez confortable parce que mon mari ne gagnant pas énormément mais gagnant quand même, ça me permet de pouvoir progressivement monter l'activité. Mais effectivement, j'ai aussi fait le choix de gagner moins ou pas tous les mois pour avoir aussi plus de liberté de prendre soin de moi à côté, de faire du bénévolat, donc avec le projet d'association et autres. Et en fait, j'expérimente aussi ça de me dire est-ce que j'ai besoin de travailler autant? L'idée, c'est qu'on puisse toujours manger et se loger. On a réduit aussi notre manière de vivre et de consommer, donc on a besoin de moins de sous à la fin du mois. Donc on expérimente aussi cette idée de peut-être que moi, à un moment, je vais équilibrer ou faire un petit peu monter mon chiffre d'affaires pour équilibrer, pour que mon mari puisse se mettre pourquoi pas un 80% ou autre en fait à terme ou explorer lui-même d'autres projets. Donc on a un peu changé aussi notre rapport à l'argent et à la quantité d'heures qu'on doit fournir dans notre travail et essayer de voir ça à deux, avec nos deux activités en tout cas. Bon. Mais en tout Pour cas, l'instant, je suis contente de ça. donc, si vous êtes ravis, ça inspire aussi peut-être l'envie de faire comme vous, peut-être de prendre des risques, de mettre de l'énergie dans des projets peut-être en dehors du laboratoire pour explorer, s'ouvrir. J'espère que c'est le conseil que retiendront les doctorants qui nous regardent. En tout cas, c'était un vrai plaisir de discuter avec toutes les deux. J'imagine qu'on se recroisera encore. Et ben, Avec merci plaisir. beaucoup pour aujourd'hui. Au revoir tout le monde et Merci. peut-être à bientôt. En tout cas, bonne continuation. Et puis, voilà, au revoir. Bonne Merci. route surtout. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir.